Bonsoir, c'est la deuxième sortie de votre programme Omniscure sur CRTV News. On a 90 minutes à passer ensemble. Le sujet principal ce soir, c'est la promesse du chef de l'État, les 22 logements sociaux au valeureux lion indomptable du mondial 1990. Il était sur le terrain du côté de l'Argentine il y a 30 ans. Il est sur le plateau ce soir, Bertrand Ebouélé. On aura aussi l'occasion de parler ce soir de la crise entre la Ligue de football professionnel et la FECAFOOT le 6 août dernier. Le procès a commenté du côté du STAS et puis on dira un mot sur Didier Drogba. Mais avant, prenons les dernières nouvelles avec Christelle Avant, présente sur ce plateau. Christelle, bonsoir. Bonsoir Merlin Kamla. On commence avec plutôt une mauvaise nouvelle. On parle de au moins 12 morts dans un accident de circulation du côté de l'ouest de Cameroun. Et je dois vous dire, Merlin Kamla, que ça, c'est le bilan officiel du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Le bilan provisoire de cet accident-là énumère 12 morts et plusieurs blessés. Cet accident est survenu tôt ce matin sur l'axe lourd Bafoussam-Fumbat. Les blessés sont pris en charge au service des urgences de l'hôpital régional de Bafoussam. Pour ce bilan provisoire de cet accident, retrouvons Jean de Denis à Bafoussam. Le service des urgences de l'hôpital régional de Bafoussam débordé. Le personnel est au four et au moulin pour voler au secours des accidentés. Ou selon les riverains, c'est aux environs de 6 heures ce dimanche que l'accident est survenu. Cette camionnette immatriculée NW 0953F, devenue un amas de ferraille, transportait des personnes qui se rendaient dans leur plantation et a perdu son système de freinage sur la falaise de Banefo avant d'échouer sa vitesse folle ici. Ce dimanche matin, lorsque nous partions au marché, cette voiture, comme vous la voyez, après avoir dépassé là où il y a les dondans, au niveau d'en haut là, il a commencé une course de folie. Et puis nous avons vu la carrosserie partir d'un côté, les gens sautaient comme des oiseaux. C'est sorti, c'est que c'est devenu comme ça là. Le bilan de cet accident de la circulation à 8 heures ce dimanche était de 8 morts. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de cet autre drame de la route. Ils étaient en route pour le champ, certains pour effectuer récolte de maïs. Malheureusement, leur voyage s'est achevé ici, à la falaise de Banefo. Pour l'instant, on accuse un système mécanique sur qui serait la cause de cet accident. En direct de Banefo, Bafoussam, Jean de Dieu Coigny pour la CRTV. Journée internationale des populations autochtones, elle se célèbre ce 9 août sous le thème Covid-19 et résilience des populations autochtones. À cette occasion, je vous emmène dans un campement Baka de Mayos, situé dans le département du Oignon. C'est à l'est, un village où vivent 400 âmes qui, tant bien que mal, luttent à leur manière contre la pandémie à Covid-19. Plus de détails avec Victorine Beguel. C'est un calme paisible alors que le ciel vient juste de dévoiler sa splendeur. Il est 6 heures du matin, ici au campement Baka de Mayos, situé à 10 km de Dimako, région de l'Est. Dès les premières heures de la matinée, le village s'est vidé de ses habitants, direction la forêt. Seuls les enfants et les personnes âgées alimentent la contrée. Maintenant, si c'est le moment où tous les Baka pas en forêt, il y a la récolte des fruits, les mangues sauvages, il y a comme le cacao de l'homme Baka, il peut cueillir et venir vendre. Dans ce campement vivent environ 400 âmes. D'autres communautés venues s'associer au Baka, majoritaires à Mayos. Malgré ce brassage de culture, l'homme Baka est resté attaché à sa culture. La preuve, par ces temps de Covid-19, les mesures barrières édictées par le gouvernement n'ont pas trouvé un terrain fertile ici. La forêt, l'allié de toujours, est plus que jamais sollicitée. On a les écorces amères, comme on a le bibinga, le moabi. Quand on prend ça, ça nous donne un peu de protection pour éviter le coronavirus. L'école publique de Mayos a dû suspendre ses activités à milieu d'année scolaire, comme partout d'ailleurs au Cameroun, le Covid-19 oblige. Et les élèves qui ont très vite intégré la vie communautaire sont conscients du danger qui rôde, c'est dire que le message en lui-même est passé. On doit laver les mains à chaque moment et du savon et l'eau. On doit porter le cache-nez. À la réalité des faits, la résilience au Covid-19 au campement Baka de Mayos est en bonne voie. Eh bien, Christelle, avant, on poursuit avec les dons pour les déplacés internes dans le centre.
Effectivement, Merlin Kamla, il s'agit du matériel contre le Covid-19 et des denrées alimentaires aux déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest, ici même dans la région du centre. Ce don d'une valeur de 6 500 000 a été remis aux bénéficiaires par l'association COICA sous la présence Nassera Paul Béa, mais aussi en présence de l'ambassadeur de Corée du Sud au Cameroun. Plus de détails avec Richard Atangana, CRTV Centre. Certains dons constitués des cartons de gel hydroalcoolique, du savon, des seaux à robinet et des denrées alimentaires. Un geste de solidarité qui vient renforcer la coopération entre le Cameroun et la République de Corée. Car les anciens étudiants qui ont fait les études en Corée et monsieur l'ambassadeur de Corée pour cette initiative qu'ils ont prise non seulement pour lutter contre le corona pandémie, mais aussi pour encourager les frères et sœurs du Nord-Ouest pour avoir quelque chose sur la table. Un geste de partage qui symbolise les missions de l'association CAC Corée. C'est une association pour aider les gens, la population qui souffre, les gens qui sont oppressés et déprimés. C'est pour supporter les gens qui sont vulnérables dans la société. Le gouverneur du centre n'est pas resté indifférent à cet acte de générosité en apportant son appui de 250 000 francs CFA et de 2 cartons de gel hydroalcoolique. Les déplacés du Nozo résidant dans la région du centre ont dit toute leur gratitude. De même, ont-ils pris l'engagement de respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Un peu d'histoire dans notre journal, apothéose Tekekombo 2020, les activités commémoratives lancées lundi dernier en mémoire du roi Rudolf Douala Mangabel, pendu il y a 106 ans sur le plateau Jos, se sont clôturées en beauté. C'était au cours d'une cérémonie solennelle et riche qui s'est déroulée sur 3 tableaux. Plus de détails avec Gaël Moudedi, CRTV Littoral. 106 ans après sa pendaison, la commémoration du roi Rudolf Douala Mangabel se résume à de l'exhortation, de la prière œcuménique pour l'occasion et des danses et des chants. Le pasteur Bodoulé Mokilo, officiant, a appelé l'assistance à savoir dire des mots de bénédiction sur ses dirigeants, sur ses rois. Ceci sous le regard approbateur des imams Awal Cheo et Adamou. À la place de l'arbre potence d'autrefois, un cactus qui accueille le rituel traditionnel et les gerbes de fleurs. La cérémonie, clou d'une semaine de festivités inclusives menée par les chefs supérieurs qui ont conduit la procession tour à tour sur le lieu de la pendaison, le caveau des rois belles et enfin sur la stèle dédiée à Adolphe Ngosodine. Une commémoration essentiellement marquée par l'ouverture aux autres. Les Doualaises et les Doualaises de tous horizons ont pu se prosterner pour saluer la mémoire des héros au même titre que les autorités et les fils et filles de sang. C'est que visiblement, cette fois et pour toujours, le roi Rudolf Douala Mangabel est bel et bien un patrimoine appartenant à tous. Eh bien, Christelle, jouons les prolongations en revenant sur les événements du lycée de Biamassi. Effectivement, Merlin, on retrace les faits. La communauté éducative est toujours apostrophée. La société abasourdie et les parents indignés. Ce que plusieurs candidats au probatoire de la session 2020, adeptes de l'église dénommée Tabernacle de la Liberté, ont, au nom de leurs convictions religieuses, dit non aux mesures barrières anti-Covid exigées dans leur centre d'examen. Ils ont préféré signer le désistement, un mouvement religieux qui exerçait jusque-là dans l'illégalité. Après enquête, le sous-préfet de Yaoundé 3e a procédé à la mise sous scellé de cette église dite de réveil. Plus de détails avec Aboubakar Abo. L'ordre serait venu du haut d'une chaire. Un pasteur dans son sermon aurait réussi à convaincre son assemblée que le Covid-19 est un leurre et par voie de conséquence, les mesures de protection, notamment le port du masque, seraient inutiles. La parole a parlé au cœur des fidèles, des élèves en particulier. Face à l'épreuve de l'obéissance aux guides religieux, des candidats
ont préféré se soustraire à celles comptant pour le probatoire série C, examen auquel ils étaient soumis au lycée de Biémassi. Auparavant, un chapelet de plaidoyer va être égrené pour Fléneux. Hier, ils ont commencé à mettre le masque. Et en se réveillant ce matin, ils ont dit que Dieu serait venu leur parler hier nuit, leur disant qu'ils sont en train de commettre des péchés abominables. On aura alors l'idée d'en référer aux parents, malheureusement qui parleront d'une même voix, ne levant pas l'objection du pasteur. Ils sont restés catégoriques. Certains parents se sont engagés à rentrer avec leurs enfants, dont ces enfants n'ont pas composé. Un pasteur qu'on aura au téléphone, lequel maintiendra ses mots. Il a été réfractaire à cela. Nous l'avons convoqué dans nos services, d'abord ici, et ensuite le collègue de Biémassi, Yaoundé 6, l'a convoqué également. Il ne s'est pas présenté. C'est donc la confusion totale dans le centre. Les responsables se retrouvent dans un dilemme et n'ont d'autre choix que d'expulser les candidats non conformes qui vont au préalable signer une décharge écrite désengageant l'administration de cette responsabilité. Responsabilité, les sous-préfets de Yaoundé 3 et 6 veulent l'établir. Nous avons scellé le lieu de culte. Cette église n'a aucune existence légale. Et lui-même, le pasteur, il est en cavale. Autre épisode qui relance le débat des églises de réveil, qui au contraire endorment l'esprit des fidèles. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal de 18h, mais je vous invite à rester sur CRTV News, notamment avec Omniscore de Merlin Canla qui revient sur les 22 logements, la promesse du chef de l'État. Bonsoir chez vous. Bonsoir, amis sportifs, merci de nous retrouver sur CRTV News dans le cadre d'Omniscore. Les principaux titres à la une de cette édition du 9 août 2020. Le président de la République qui tient sa promesse 30 ans après. Les valeureux 22 lions indomptables du mondial Italie 1990 bénéficieront chacun d'un logement social. La réponse favorable du chef de l'État au collectif des anciens lions a été rendue publique cette semaine. Bertin Eboulé, président du Calife, est avec nous sur ce plateau. Crise entre la Ligue de football professionnel et l'Africa Foot, les audiences devant le TAS sont débutées le 6 août dernier par visioconférence. Le général Pierre Semengue et son équipe auront-ils gain de cause après déjà une saison de suspension? La justice sportive nous dira. Et puis élection à la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a finalement déposé sa candidature. L'ancien capitaine des éléphants a obtenu le parrainage des anciens footballeurs après beaucoup de tractations. Et voilà pour les principaux titres de cette édition d'Omniscore. Mesdames et messieurs, on prend le premier arrêt de cette édition. C'est l'événement de la semaine. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir des invités. Je vous le disais, il était parmi les 22 lions qui ont rendu vraiment mémorable le mondial 1990, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour l'Afrique. Il était sur le terrain du côté de l'Argentine ce soir. Il est sur le plateau d'Omniscore. Bertin Eboulé, bonsoir. Bonsoir Merlin. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Vous êtes aussi entraîneur. C'est vrai que vous avez quitté Stade Rennais qui a un nouveau coach. Oui, évidemment. Mais il faut rappeler que vous avez votre propre club, Mosango Football Club, qui joue dans la Ligue départementale du Fondi. Oui, c'est une académie, une école de foot que j'ai créée en 2000, avec sa légalisation en 2002. Ouais. Donc ça fait pas mal d'années aujourd'hui que ça fonctionne. Eh bien, juste à ma gauche, je vais commencer par l'extrême gauche. Nous avons Bernard Basson, expert en droit et économie du sport, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bernard, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs du programme. Vous êtes tout en rose, permettez que je dise un mot. Merci pour l'appréciation. C'est un plaisir d'être en compagnie du coach Bertin. C'est vrai, on est un peu stressé à l'idée d'avoir un tel champion. Un champion sur le plateau. Et aussi Laurence, dont je loue toujours la qualité des analyses. Laurence, it's a pleasure always to have you on set. Good evening. Good evening, Merlin. It's an entire pleasure to be on this special set tonight because we have a 1990 hero amongst us and he's a source of inspiration and I think I'm really honored to be on set tonight.
Mesdames et messieurs, voilà qui est dit. Ce sont les experts du dimanche qui croisent le verbe. Avant de donner la parole aux invités ce soir, on refait, mesdames et messieurs, cette nouvelle qui est tombée cette semaine. On sait tous que le document avait été introduit le 15 juin dernier. La réponse a été favorable. Le chef de l'État qui décide de tenir sa promesse. 22 logements sociaux pour les 22 lions indomptables du mondial 1990 qui ont fait briller non seulement le drapeau du Cameroun, mais celui de l'Afrique. Reportage, Germain-Noël Essengue. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Ça fait 30 ans qu'on a entendu. Au moment du cinquantenaire à Bouya, il y avait une phrase que le président de la République avait dit en anglais. It's never too late. It's never too late pour nous. La promesse du président de la République est restée vivante. Je peux vous dire que tout le monde est passé de l'étonnement à une très très grande joie. Parce que depuis qu'on parlait de ces maisons, on savait qu'elles existaient, mais comme on ne l'avait pas encore reçues, on se demandait si on allait y habiter un jour. La lettre du président a été accolée à la liste des 22 joueurs envoyés par le MINSEP. C'est sur cette base-là que les 22 maisons sont attribuées. Les héros d'Italie 90 reconnaissent en le père de la nation un homme sensible au bon et loyal service rendu. Nous avons accueilli avec joie dans le cœur et nous tenons encore une fois de plus à dire merci. Merci au premier lion, merci au président de la République. Nous avons écrit le 6 juin. 6 jours après, il a répondu en nous envoyant cette lettre qui a ébloui nos yeux, ébloui nos familles aussi. Je dis merci à son Excellence Paul Biya pour ce grand cadeau. Merci au peuple camerounais pour son soutien durant nos carrières. Au niveau de la SIC, le processus de rétrocession est enclenché. Les bénéficiaires ont le choix sur toutes les résidences du territoire national. Moi, je vais choisir Douala parce que Douala, c'est mon village déjà là-bas. Le littoral, c'est ma région, je vais choisir Douala. Des sources bien introduites, les 10 logements subiront des réaménagements au standing des illustres occupants qui recevront par la suite un titre de propriété. Au sujet des 3 lions décédés, une procédure désignant des ayants droit sera effectuée. C'est cela tout le mérite de l'excellence sportive. À vos clés. Merci beaucoup Germain-Noël Essengue. Je commence directement par vos coachs. On a écouté Roger Mila qui avait déjà choisi Douala. Vous avez déjà choisi votre site? Non, j'attends visiter les sites Douala, Yaoundé, Limbé, Bafoussam. Et puis je vais tirer ma décision. Mais je pense aussi qu'on peut avoir un choix groupé, c'est-à-dire où tout le collectif va décider de vivre dans un lieu précis, oui. Oui, ça dépend du travail que nous allons faire à l'intérieur du bureau. Bayana Basson, peut-être on va revenir, j'aimerais vous la poser. Comment vous avez aussi accueilli la nouvelle? On décide, 30 ans après, d'honorer la promesse, 22 logements sociaux dignes de ce nom aux lions indomptables qui ont fait briller l'image de l'Afrique tout entière. Je vais reprendre l'adage qui dit mieux vaut tard que jamais. C'est quand même, c'est un don et puis on ne peut pas se plaindre de recevoir un don. Donc forcément les anciens sportifs qui vont recevoir ce don-là peuvent s'estimer heureux, sauf qu'on dira peut-être est-ce trop tard, est-ce trop tôt, on ne sait pas, je ne vais pas m'avancer sur la question. Mais personnellement, je pense que l'équipe n'était pas constituée que de 22 lions, il y avait un écosystème, il y avait des médecins, il y avait donc, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'il... Pour moi, les 22 le méritent amplement, normalement, mais pourquoi ne pas étendre à tous ceux qui étaient là? Parce que c'est une aventure glorieuse pour tout le monde, pour tout le Cameroun. Donc peut-être ces gens-là aussi pourraient être pris en compte, peut-être pas d'un logement, mais d'une autre manière. Il ne faut pas oublier qu'ils ont également été membres de l'équipe, même s'ils n'ont pas été les plus en vue. Donc je pense que ceux qui ont reçu leur logement le méritent amplement, parce que pour moi, un logement, c'est vrai, c'est quelque chose, mais pour ce qu'ils ont fait, c'est peut-être pas suffisant. C'est un avis personnel. Il faut une reconnaissance beaucoup plus grande parce qu'ils ont marqué l'histoire de notre pays. Le Cameroun a brillé aux yeux du monde grâce à leur performance. Donc moi j'estime que leur donner des logements, voilà, c'est quelque chose. 30 ans plus tard, peut-être c'est un peu tard, disons-le. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose encore? Oui, vous êtes pour qu'on ajoute? Oui, je suis pour qu'on ajoute parce que pour moi, ils ne méritent pas que des logements, ils méritent
une reconnaissance nationale, c'est bien une cérémonie nationale avec beaucoup de récompenses particulières. Il n'y a pas seulement des logements, il y a un accompagnement. Berthe Bouel aura l'occasion de mentionner, mais Laurence Kédé peut-être évoqué. On a écouté depuis que la nouvelle a été rendue publique. Certains disent oui, ils sont arrivés au quart de finale. Peut-être on est des personnes qui ont gagné des CAN tout entières, mais peut-être leur rappeler ce que représentait vraiment arriver à l'étape des quarts de finale en 1990. Et même jusqu'à présent. Je crois qu'en 1990, c'était une première pour l'Afrique tout entière. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à prendre la carte du monde pour rechercher où se trouve le Cameroun. Parce que, rappelons-nous, en 90, il n'y avait pas encore Internet. Internet n'était pas encore vulgarisé. Donc, c'est à travers la performance des Lions indomptables que le monde s'est mis à prendre la carte du monde pour fouiller où se trouve le Cameroun. Et moi, je crois que ça a ouvert une voie à d'autres nations africaines. Parce que si on voit la performance des autres, tout le monde est venu. C'est à partir de 90 qu'on a pris confiance, que l'Afrique a pris confiance, que nous pouvons aussi faire quelque chose au mondial. Souvenez-vous, avant 90, il n'y avait pratiquement rien. L'Algérie avait fait les 8e de finale et on trouvait que c'était un exploit, mais c'était très vite oublié. Mais atteindre l'étape de quart de finale, battre le champion en titre, vraiment c'est dans le gold, c'est dans les livres d'or de la FIFA. Et vous vous souvenez, 30 ans après, même la CAF a dû sortir un tweet par rapport à cela. Même la FIFA a dû faire une petite publication par rapport à cela, parce qu'il y a le football africain avant 90 et il y a le football africain après 90. Berthe Bouel, on a l'occasion de vous avoir sur ce plateau. Peut-être dit aux téléspectateurs, certains pensent que la décision est née juste depuis le 15 juin dernier, mais il faut noter que c'est une décision qui date de depuis. Voilà, alors, peut-être vous expliquer aux téléspectateurs, le président avait promis du retour de l'Italie. Oui. On a eu cette promesse. Qu'est-ce qui a fait que c'est 30 ans après? Oui, disons qu'il y avait déjà une première procédure qui avait été menée en 91. Ouais. Nous sommes allés auprès du directeur général de la SIC de l'époque, M. Belinga Roger, qui nous a bien présenté le document, mais il manquait les noms des bénéficiaires. Alors après, nous nous sommes rapprochés du ministère à cette époque, et c'est là où nous avons entendu que ce n'était pas seulement aux joueurs qu'il fallait attribuer ces maisons. Ça ne se résumait pas aux 22 lions du terrain. Il fallait élargir aux entraîneurs. Pour le ministre de l'époque, c'était qu'il fallait élargir. Bon, maintenant, quand le décret est sorti, je pense qu'il faut se référer à ce décret. Oui. Bon, on a essayé un peu de rechercher ce document physique pour essayer de passer en action, mais c'était trop compliqué pour nous. Bon, on a attendu, mais au mois de mai dernier, avec le collectif des anciens, nous avons réfléchi. Parlons, comment ça s'est passé? Comment on s'est dit, bon, peut-être cette fois-ci c'est la bonne, on va lancer. On a eu l'impression que c'était action-réaction. Aussitôt, le 15, vous initiez, et puis quelques jours, quelques semaines après, la réponse est favorable. En fait, notre démarche est partie des 30 ans de l'épopée 90. Alors, nous avons commencé d'abord par faire une note au chef d'État en le remerciant pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il continue même à faire pour le football camerounais. Et nous pensons que quelque part, il y a beaucoup de choses que nous partageons. Il y a des infrastructures aujourd'hui. Nous voyons qu'avec les joueurs de première division, ils sont tous salariés. C'est à travers la subvention que donne l'État du football camerounais. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il fait. Et tout d'un coup, on s'est dit que, mais, tiens, les maisons, nous ne les avons pas eues jusqu'à présent. Et nous avons donc décidé au sein de l'association de commettre une correspondance directe au chef de l'État. Dit que bon, nous n'avons pas joint le décret, mais nous savons que il peut prendre en considération. Est-ce qu'il sait que nous n'avons pas eu de maison jusqu'à présent? Disons, nous sommes restés un peu en attente, et puis subitement, quelques semaines après, nous sommes appelés auprès de la SIC, en l'occurrence, c'est le DG qui appelle l'excellence Roger Mila pour lui dire que bon, tiens,
j'ai un papier ici pour vous. Le chef de l'État m'a donné instruction d'exécuter ces dons présidentiels. Alors voilà comment la chose le calife, le collectif des anciens Lions indomptables aujourd'hui, ça se résume juste au Lion de 1990. Est-ce que c'est plus élargi? Non, parlez-nous un peu du calife. Non, c'est plus élargi. Nous avons toutes les générations confondues en allant de ce qui des années 70, on a pris 60, 70, 80, c'est-à-dire qu'on essaie de regrouper. Les Mokoko de confiance, il y a des actions que nous menons. Il a été fait chef traditionnel chez lui. Le calife a participé à cet événement dont nous essayons un peu d'être un peu partout. Et Bengalak, vous savez, Bengalak, c'est les années 70. Ils sont tous membres dans le calife. Et puis il y a aussi la génération d'après nous. Jérémy Soren Ndjitap, Lucien Motomon, Ongandji Vincent, tout cela. On peut entrer, dès qu'on est ancien Lion indomptable, on peut intégrer le calife. Même si vous avez seulement joué un seul match en équipe A. Je précise bien encore, en équipe A, vous pouvez déjà postuler comme membre du calife. Laurens Kédé. Ce qu'il faut mentionner, c'est que tous les 22 Lions indomptables ne sont plus vivants aujourd'hui. Oui, malheureusement, nous avons déjà 3 lions qui sont partis. Mais je crois que malgré le fait qu'ils sont partis, ils ont des familles. Je crois que les familles vont bénéficier. Mais il est aussi étonnant de constater que les 3 lions sont partis avant l'âge de 60 ans. Donc je crois que peut-être il y a quelque chose aussi à faire au niveau de le monitoring ou le suivi de l'après-carrière de nos footballeurs, parce qu'on se dit lorsqu'on joue au football, la santé, on est des meilleurs athlètes, donc on est supposé avoir une meilleure santé que le Camerounais lambda qui travaille dans les chantiers de construction ou dans un champ. Donc on croit que normalement, avec être footballeur, vous prédispose à avoir une durée de vie un peu plus longue. Et puis ce sont des monuments nationaux, donc ils doivent vraiment être suivis. Donc mourir avant l'âge de 60 ans, pour moi c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à accepter. Bernard Basson, Laurens Kédé évoquait déjà l'après-carrière. Aujourd'hui, on va construire des logements sociaux aux 22 Lions indomptables du mondial 1990. Certains pensent que c'est une très très bonne idée, d'autant plus qu'il y a certains anciens Lions indomptables qui vivent entre guillemets dans une certaine précarité. Ça me pose, comme Laurens le disait, l'occasion d'évoquer l'après-carrière. Comment on doit préparer sa carrière? Comment on est un ancien Lion indomptable qui a joué à l'équipe A, qui a fait briller les couleurs, qui, au soir de sa carrière, on mendie, entre guillemets. Détrompez-vous, Merlin. Je comptais justement mettre une emphase sur ce que disait Laurens Kédé. Les footballeurs des années 90 n'avaient pas les mêmes revenus que ceux d'aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. À cette époque, le football était beaucoup moins rémunéré qu'aujourd'hui. L'économie du sport à ce moment-là était encore en ballottage un peu défavorable, parce que c'est en 1995, après l'arrêt Bosman de l'Union européenne, qu'il y a eu une ouverture du sport à l'extérieur, où l'argent a commencé à couler. Avant ça, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ça, c'est d'un de deux. J'ai récemment appris que le CTT est en train de travailler sur le statut du joueur. Moi, j'ai travaillé dessus il y a 2 ans. J'ai un document de pratiquement 14 pages dessus, dans lequel je définis bien la situation contractuelle du joueur professionnel, amateur, et puis après, la reconversion des sportifs professionnels. Vous voyez en Europe, par exemple, certains sont commentateurs sportifs, analystes sportifs, entraîneurs et tout. Mais au Cameroun, s'il faut commenter, on va commenter quoi? S'il faut analyser, on va analyser réellement quoi? Il y a le championnat qui se joue. Le championnat camerounais n'est pas suffisamment nanti pour qu'on le commente ou gagner quelque chose, parce que la reconversion, c'est une activité professionnelle qui est génératrice de revenus. Et si donc on se reconvertit pour après être entraîneur d'une académie, comme notre héros, le papa Bertrand Ebouélé, pour gagner combien à la fin du mois? Donc pour moi, construire des logements pour eux, c'est ce qu'il fallait faire et même plus. Mais pour ceux qui viennent après, il faudrait donc mettre en place des mesures. Prenons un cas, on ouvre ce qu'on appelle une fiscalité indirecte pour les sportifs camerounais évoluant à l'étranger. Ça veut dire un taux de prélèvement indirect où on dit les sportifs camerounais qui évoluent à l'étranger et qui ont peut-être un salaire compris entre 3 000 € et 5 000 € devront reverser dans les caisses publiques, un trésor public, peut-être 150 € par mois sur 10 ans pour qu'à la fin de la carrière, la CIC leur donne une maison, peut-être une voiture, un lopin de terre, ainsi de suite. Donc c'est des éléments comme ça qu'on peut faire. Le leur proposer, parce que si c'est un impôt direct,
ça va faire double imposition, ça va créer problème au niveau du fisc et des CFI, Convention fiscale internationale. Donc là, il y a des mécanismes par lesquels on peut préparer les sportifs à leur après-carrière. On a des joueurs aujourd'hui comme Steve Voué qui partent à 17 ans en Europe. Ils auront, je pense que le grand frère de Steve Voué qui a Toulouse doit avoir 10 000 euros par mois. 20 ans de carrière, ils pourront avoir je ne sais pas trop, par saison, je ne sais pas. On peut bien prélever 200, 300 euros. Mais quand on dit aux gens, rapprochez-vous des experts en gestion du patrimoine financier ou en cabinet d'avocats, certains ont peur parce que ça fait toujours peur. L'avocat, c'est le problème. L'avocat, c'est aussi un conseil juridique. Moi, je suis conseil juridique de plusieurs footballeurs, de plusieurs sportifs. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire de manière manifeste. Et donc, on devrait simplement, déjà à partir de la FECAFOOT, si elle le veut, et des clubs même qui font partir leurs joueurs à l'étranger, prévoir des mécanismes par lesquels ces joueurs-là, durant leur carrière, c'est-à-dire se retrouvent obligés de faire des épargnes progressives pour préparer l'après-carrière. Vous avez vu des sportifs qui ont eu... Moi, j'ai un oncle, c'est-à-dire un ancien footballeur camerounais qui a été un grand talent, qui a joué dans un grand championnat du monde, dont la sœur a été une épouse au frère de mon père, mais qui aujourd'hui se retrouve vraiment avec une vie un peu difficile. Mais je ne vais pas citer son nom. Non, pas du tout. Mais il faut comprendre que... juste le regard. Voilà. Berthe Bolé. On va dire ailleurs. Pour certains, on a vu dans certains pays, les anciens Lions sont assez intégrés dans le management, la gestion du football local. Est-ce que vous pensez que vous, les anciens footballeurs, vous êtes assez intégrés dans l'administration du football au Cameroun? Non, pas assez. Pas assez. Et je pense que c'est parce qu'il y a une politique ratée des différents staffs à la fédération. Parce qu'il faut préparer les sportifs de haut niveau à certains postes. Si on veut que tu sois entraîneur, il faut qu'on te suive. La formation, on doit te donner des responsabilités. C'est-à-dire étape par étape. C'est aussi une volonté personnelle de l'ancien joueur. Tout à fait, parce que même dans le CALIF aussi, c'est notre rôle de préparer nos membres à la reconversion par le conseil, l'orientation, parce que tu peux choisir d'être entraîneur alors que tu es plus administratif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un travail que nous faisons. C'est vrai que ce n'est pas encore très visible, mais je pense que d'ici 5 ans, nous grandissons un peu, que les futurs anciens Lions seront beaucoup mieux armés que ceux d'aujourd'hui. Laurent Skédé, j'aimerais qu'on évoque avec vous, depuis 1990, 30 ans aujourd'hui, le Cameroun a permis à l'Afrique de briller. 30 ans après, on n'a pas eu, j'ai envie de dire, le Cameroun n'a pas eu une autre génération, équipe nationale du Cameroun qui a autant brillé comme celle-là. J'aimerais qu'on repose la question ce soir. Qu'est-ce qui ne marche pas? On a nos joueurs qui évoluent tous du côté de l'Europe, qui brillent. Je prends le cas de Jean-Pierre Samé aujourd'hui qui a en Suisse 32 buts. Il fait l'histoire de la Super League. Jamais, je dis bien jamais. Le plus récent, c'était un Ivoirien qui avait marqué 30 buts en une saison. On a beaucoup de joueurs, notamment Matip avec Liverpool. On a tous ces joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se réunit, quand on joue au football assez grand comme ceci et qu'on se réunit, on n'arrive pas à faire belles prestations dans les compétitions internationales, notamment la CAN et même le mondial? Alors, moi je dis c'est une seule chose, l'organisation. C'est-à-dire, lorsque le football était amateur, c'était facile de boucher les trous. Mais lorsque les joueurs vont et jouent en Europe avec un système bien professionnel, lorsqu'ils rentrent au pays, ils trouvent que c'est tellement décousu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font de Berthe Bolé, quand vous alliez au Mondial 90, vous étiez de Tonek à Lara Club. Ouais. Un club local. Il y a un déphasage total entre l'administration du football et les footballeurs. C'est un peu comme si les footballeurs professionnels vont un peu plus vite par rapport à l'administration du football. Et lorsqu'on est mal organisé, même si on a les meilleurs talents du monde, on ne peut arriver nulle part. On a vu la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, un fiasco total. Pas parce que les joueurs étaient faibles, mais parce que l'organisation, la gestion des individus, la gestion des joueurs. On a vu la Coupe du Monde 2002 Corée-Japon où les Lions se sont retrouvés dans des avions passant par je ne sais quel pays, un cafouillage pas possible. Donc lorsque l'organisation est mauvaise, tout ce qu'il suit, ça va totalement dans l'eau. En plus, nous n'avons pas de projet. C'est-à-dire c'est un peu comme si on avait des générations spontanées.
l'équipe de 90 arrive, bon, on ne s'attend pas, ils gagnent, ils arrivent jusqu'en cas de finale. On a eu récemment en 2017 des no-names qui sont allés gagner remporter une Coupe d'Afrique des Nations. La CAN. Donc on vit comme ça avec des générations spontanées. On espère qu'on va ramasser 2-3 gars qui ont été formés dans les centres européens et puis ils vont nous apporter la victoire. En ce moment, il faut être sérieux. Il faut qu'on bâtisse les choses pas à pas. Il faut des projets parce qu'il n'y a pas de projet. Si vous demandez à l'entraîneur conseiller, le projet du Cameroun, c'est quoi? Demandez au DTM, le projet de jeu du Cameroun, c'est quoi? Ça n'existe pas. C'est dans son sac, elle n'a pas dévoilé. Mais permettez qu'on ressorte, on va ressortir sur ce sujet, Bernard. On va ressortir, Bernard, on va ressortir sur ce sujet, mais ce sera avec vous, Bertin Boulé. Peut-être partager avec nous en quelques secondes pour qu'on passe au deuxième sujet, des moments mémorables pour vous du Mondial 90, mais surtout la suite. Aujourd'hui, on a l'événement. Est-ce que la suite des 22 logements sociaux pour le reste des joueurs, comment ça se passe? Est-ce qu'on a déjà une suite favorable? Mais revenons un peu, peut-être quelques anecdotes du Mondial 90 à partager avec la jeune génération que nous sommes. Oui, moi je dis que pour l'acquisition des logements, moi, je pense qu'on a déjà pris contact avec pour ceux qui vont bénéficier ces dons présidentiels. Et là, nous l'avons déjà effectué. Maintenant, il y a la descente sur les différents sites qui va s'opérer pour que chacun essaye de faire son choix. Là où il y a des petits travaux à faire pour la remise aux normes présidentielles, ça va se faire. Alors, il faut le dire ainsi. Tout à fait. Il faut un logement digne de ce nom. Oui, pour nous, c'est quelque chose de merveilleux. Une anecdote peut-être sur le Mondial 90 que vous voulez partager avec nous? Peut-être que c'est le match d'ouverture, peut-être le match contre la Roumanie ou alors la défaite en quart de finale contre l'Angleterre, je ne sais pas. Même un truc des vestiaires, je ne sais pas. Je parlerai plus des problèmes de primes. Parce que quand vous savez que vous êtes à la veille d'un match de Coupe du Monde et que jusqu'à 4-5 heures du matin, vous ne savez pas combien vous allez toucher. Ça, c'était quelque chose c'est-à-dire qu'il y avait le mental. Parce que ne pas dormir et pouvoir jouer le jour à 15h30, vous êtes là, et un match d'ouverture où vraiment les nerfs sont sollicités. Sur le plan psychologique, il y a une pression énorme. Le joueur doit être concentré à la rencontre. Pour moi, c'est une phase assez compliquée, mais nous avons réussi. C'est aussi grâce au travail de groupe qui était vraiment décidé à ne pas se laisser piétiner par l'Argentine. Mesdames et messieurs, on va marquer un deuxième arrêt dans cette édition d'Omniscore. C'est le plus de la semaine. On revient juste après. Le deuxième sujet sur le plateau ce soir, c'est la crise qui continue entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football. Le 6 août dernier, du côté de Lausanne, c'est en Suisse, on a assisté à l'audience des deux parties. D'un côté, la Ligue de football professionnel avec son président, le général Pierre Semengue. De l'autre côté, le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombon-Djoya, en visioconférence avec le contexte actuel. On saura définitivement qui aura gain de cause avec l'évolution de cette histoire. Mais je vous propose avec Edith Vigeninborg de revenir et de reparcourir toute l'histoire. Qu'est-ce qui fait problème jusqu'à présent? Reportage Edith Vigeninborg. Le baromètre demeure très agité entre la Fédération camerounaise de football et l'un de ses démembrements spécialisés, la Ligue de football professionnel. La brouille intervenue au lendemain de l'Assemblée générale du 26 juillet 2019 n'a toujours pas connu d'arrangement définitif. Au cours des dites assises, l'instance fêtière avait décidé de la révision des statuts de la Ligue de football professionnel en vue d'une meilleure organisation et d'une meilleure gestion. Une décision rejetée par le patron de la Ligue qui mettra sur pied un plan de riposte. Le 22 août 2019, le bureau du comité exécutif, réuni autour de son président Seydou Bombon-Djoya, suspend la Ligue avec effet immédiat pour violation grave et réitérée de ses obligations. Une suspension entérinée lors de la réunion du comité exécutif du 3 septembre 2020 avec la mise sur pied d'un comité technique transitoire pour gérer les affaires courantes.
Mais l'on n'en restera pas là, car le patron de la Ligue de football professionnel s'engage à défendre son honneur, mais également sa structure. Tout en demandant à ses collaborateurs de poursuivre sereinement leurs activités, l'homme fort de la Ligue professionnelle va multiplier des appels auprès des juridictions compétentes. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun d'abord, mais également la Fédération internationale de football association et le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Ce dernier donne une suite favorable à la déclaration d'appel de la Ligue le 25 février 2020, mais sans effet sur le terrain. Une partie du personnel a même été reprise par la FECAFOOT, tandis que les autres ne savent plus à quel sens se vouer. Mais tout porte à croire que la bataille, mieux le bras de fer entre les deux instances, est loin d'être terminée. La bataille est loin d'être terminée, Bernard Basson. J'interroge le juriste que vous êtes dans cette situation. Ça a déjà assez duré. On a eu les auditions le 6 août dernier. Comment vous voyez l'issue de cette affaire? Pour cette affaire, précisément, c'est-à-dire pour la question soulevée par la Ligue dans le dernier document porté devant le TAS en appel, la Ligue aura gain de cause. Parce que c'est le maintien arbitraire de la suspension par la FECAFOOT, alors que la FECAFOOT aurait dû confirmer la suspension dans l'Assemblée générale suivante dans le procès verbal. Mais apparemment, la FECAFOOT n'a même pas mentionné dans l'ordre du jour qu'il fallait maintenir la suspension de la Ligue, ainsi de suite. Donc il y a eu un oubli de la FECAFOOT qui lui sera préjudiciable, sauf que c'est là où le problème va vraiment commencer. Parce que j'ai ouï dire de certaines personnes de la FECAFOOT qu'une fois que la Ligue aura gain de cause au TAS, la FECAFOOT va encore suspendre la Ligue. Sauf qu'on ne suspend pas pour rien, on suspend sur un fondement qui est forcément prévu par les statuts. Donc, moi, je pense que c'est une affaire vraiment qui ne nous grandit pas. En ceci que, déjà, permettez-moi, vous savez que je suis souvent dur quand il le faut, on ne peut pas être la FECAFOOT avec tout le pouvoir dont elle peut se tarir, dont elle jouit, et être empêtrée en 2 ans dans un nombre de contentieux aussi important. Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas. Parce qu'on ne peut pas être entre octobre 2018 et août 2020 empêtré dans 4, 5, 6 contentieux avec les clubs, avec les membres, avec les employés, ça fait beaucoup. Ça, c'est d'un. De 2, je pense que le CTT même qui existe c'est quoi le CTT techniquement? Il n'a pas le statut juridique. J'ai écrit dessus, j'ai 3 pages dessus. Le CTT, c'est un fantôme, puisque juridiquement, il n'a pas de base. Donc, on dit CTT de la FECAFOOT. Donc, ça veut dire que c'est la FECAFOOT qui organise un football professionnel, alors qu'elle n'est pas censée le faire. Donc, vraiment, la Ligue aura gain de cause. Ça, tout le monde le sait. À FECAFOOT, on le sait. Au CNOSC, on le sait. À CCA, on le sait. À la Ligue également, on le sait. Mais après, donc, la Ligue sera encore suspendue parce que la FECAFOOT veut gagner l'argent qu'il y a derrière le championnat. Quel argent? On ne sait même pas. Moi, je pense que c'est une affaire qui va encore créer des brouilles. Peut-être qu'on attend que M. Semeng ait des problèmes, je sais pas, des problèmes biologiques ou quoi, moi je sais pas trop. Mais vraiment, on perd le temps sur une affaire qui n'a vraiment pas de sens, parce que la FECAFOOT a suspendu la Ligue arbitrairement sur un ensemble de motifs complètement infondés. La Ligue essaie de se défendre, mais elle n'est pas assez forte. La FECAFOOT est très puissante statutairement, financièrement, ainsi de suite. Et même s'il faut, je n'ai pas dit qu'elle l'a fait. Même s'il faut corrompre, la FECAFOOT elle est moins corrompre pas la Ligue. Mais je n'ai pas dit qu'elle l'a fait. C'est comme pour dire que la Ligue va perdre la Ligue va gagner ce procès-ci, mais après elle sera encore enterrée parce que la FECAFOOT est beaucoup plus forte qu'elle. Donc vraiment, le Camerounais va en pâtir de manière profonde. Permettez que j'interroge le coach Berthe Bouélé qui officiait encore la saison prochaine sur le banc de touche de Stade Renard de Melon. Peut-être une appréciation de l'organisation de la saison passée par le comité technique transitoire. Comment vous l'avez trouvé? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais m'acquitter d'un devoir. Ouais. Je n'ai pas parlé des remerciements au chef d'État tout à l'heure lors de l'intervention au sujet des logements. Je crois que nous lui disons infiniment merci pour tout ce qu'il fait pour le football camerounais, et nous pensons que c'est nous qui devons encore plus travailler à la base pour que ce football retrouve son allure d'antan. Pour revenir à votre question, je suis un peu gêné, moi, parce qu'on est dans un climat où les batailles juridico-politiques sont plus visibles dans le football aujourd'hui que le jeu lui-même. Et pour moi, je suis embêté. Ça fait déjà 15 ou 20 ans que nous naviguons sur ces problèmes, et nous allons tuer finalement le foot. Et les autres, ils en bénéficient, ils utilisent tout ce qu'il y a
Moi, je vous dis, quand vous regardez bien, regardez les sièges. Ce n'est pas un terrain de foot, mais c'est plutôt des salles où les gens sont vraiment bien assis, ils sont entretenus. Et bien, que ça continue. Mais je suis sûr que lorsqu'ils verront qu'il faut revenir sur les stades, sur le jeu, sur les acteurs que sont les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les présidents de clubs. Justement, c'est une solution que vous préconisez pour faire stopper ce problème qui perdure. Voilà, il faut donc que le climat doit d'abord changer. Il faut que le climat change parce qu'on ne va pas toujours faire des attaques, contre-attaques, et ainsi de suite. On demeure dans ce jeu de ping-pong qui n'arrange personne. Moi, j'interpelle comme ça les autorités. Il faut faire des assises pour que tous les acteurs doivent participer au développement, au devenir de notre football. Nous ne gagnons rien à le faire, mais il faut rassembler les acteurs pour qu'on aille dans la même voie. Bertin Bollet, permettez que je réitère ma question. Appréciation de l'organisation du championnat la saison passée par le comité technique transitoire. Oui, à ce qui est de l'organisation du championnat, moi je l'ai trouvé bien, même si quelque part il y a une pression physique sur le calendrier, c'est-à-dire qu'il y avait des mois où on jouait pratiquement 5-6 matchs. Ça mettait de la pression aux joueurs et aux entraîneurs. Mais j'ai dit que peut-être la prochaine saison, ils vont l'aménager pour que le joueur trouve plus de temps pour récupérer et pouvoir être plus performant à la prochaine journée. Laurence Kédé, dans cette bataille entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football, ce sont les joueurs qui perdent, ce sont les hommes de terrain qui finalement payent le prix fort. D'abord, ce sont des footballeurs qui pètent. Dans ce bataille-là, on ne parle pas de football. Vous avez suivi le reportage d'Eddie Virginie-Bock. Le général parle de son honneur. C'est-à-dire qu'on parle de moi, mon institution, mon honneur. C'est des batailles des hommes. Ça n'a rien à voir avec le football sur le terrain. Et c'est comme ça, on va de procès en procès, tel club contre la FECAFOOT. Il n'y a pas de joueurs, les joueurs ne sont pas concernés dans tout cela. Les joueurs veulent jouer. On a la chance qu'on est dans un pays où souvent des footballeurs ne demandent pas grand-chose. Ils veulent jouer. Ils veulent jouer, c'est ce qui est important d'abord pour eux, jouer et se montrer aux yeux du monde. Malheureusement, nous avons les dirigeants qui sont arrivés et la politique politicienne a pris le pas sur l'aspect sportif, c'est-à-dire tout le monde connaît déjà la route du TAS. Moins de choses, on va au TAS. Même si on ne te paye pas ton salaire, à la fin du mois, employé de FECAFOOT, tu vas au TAS. Maintenant, c'est le TAS. Donc on attend encore ce verdict. On aura le verdict, même si la Ligue sort vainqueur. Le général sera restauré, son honneur sera restauré, mais qu'est-ce que ça va changer pour le footballeur lambda? Rien du tout. Et ça ne changera même rien au niveau de la FECAFOOT parce que quand on dit un comité technique transitoire, c'est pour 2 ans. Donc même si la Ligue est restaurée, on aura une deuxième année, c'est toujours le CTT qui va gérer les choses. Et en plus, ils sont en train de mettre sur pied une commission qui réfléchit sur l'avenir du football professionnel. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de la LFPC. Donc même si la LFPC est restaurée, la LFPC va rester là, continuer à... Je ne sais pas qui paye les loyers et les salaires par là, mais la FECAFOOT est dans sa logique de continuer à créer autre chose. Permettez qu'on revienne à cet extrait du général Pierre Semengue qui prononçait ce discours juste après la suspension par la Fédération camerounaise de football qui le disait encore, va essayer de sauver son honneur, fera tout pour être restauré dans ses droits parce qu'il a été élu. C'est un extrait sélectionné par Willy Jama Benesomba. Pouvoir déstabiliser la Ligue en ce moment-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? C'est quelque chose de formidable. Étant entendu que le CHAN 2020 est un test pour la CAN 2021, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? C'est quand même pas normal. Donc, moi j'ai dit que je reste le président élu de la Ligue de football professionnel. Et je suis donc légitime. Et je le reste
jusqu'au 27 juillet 2020. Et là, un extrait du général Pierre Semengue. C'était juste après la suspension par la Fédération camerounaise de football. L'affaire suit son cours et nous sommes déjà à une saison qui a été disputée organisée par le comité technique transitoire. Mesdames et messieurs, on va prendre ces reportages qui nous serviront de transition pour le troisième sujet de ce soir. C'est le comité national olympique et sportif qui s'est réuni récemment, mais avant, nous avons le comité paralympique qui s'est réuni et on parle ici de l'entrée de la direction technique nationale pour la formation de ces athlètes handicapés visuels, auditifs. Je vous propose cette mouture sélectionnée par Évariste Eyenga. On se retrouve juste après. Les organes techniques se mettent en place au jour le jour pour donner corps à un comité national paralympique modèle. La direction technique nationale est le dernier né après les 4 fédérations spécialisées créées précédemment. Son cadre juridique a été fixé ce mardi. Tous les participants à la réunion ont adopté ce texte qui sera donc présenté au conseil d'administration le 2 septembre prochain. J'ai aussi été rassuré en suivant les exposés des présidents des fédérations. Nationale naissante va décongestionner les fédérations. Le comité national paralympique camerounais s'appuyait sur les directions techniques des fédérations, ce qui faisait un double emploi pour nos différents entraîneurs. Et je pense qu'avec la mise sur pied de la direction technique nationale, nous allons aller un peu plus loin que cela. Les membres du bureau exécutif ont aussi adopté le budget révisé. Entre-temps, le suivi des para-athlètes est individuel pour cause du coronavirus. Ce suivi est préparatoire aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Toutes ont battu le rappel, les têtes pensantes du devenir du sport camerounais pour faire le plein d'une salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Ils ont posé les balises qui encadreront le mouvement sportif. Tous sollicitent une reprise concertée des compétitions nationales, mais dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement et par l'OMS. Du ministère de la Santé est attendue la mise à disposition des tests et autres intrants de manière régulière. Les membres du conseil d'administration exhortent le président Hamad Kalkaba Malboum à assurer une bonne préparation à la Cameroun Olympic Team pour les prochains Jeux de Tokyo. Le renouvellement des organes dirigeants des fédérations est approuvé. Ceci doit être effectif au plus tard en décembre 2021. Les Dixiades 2020 prévues à Bamenda y sont maintenues, mais reprogrammées en 2022. Entre-temps, les administrateurs du CNO sollicitent des pouvoirs publics l'accord d'affectation des fonds dédiés en 2020 pour la remise à niveau des infrastructures sportives de Bamenda. Le sport a hâte de se remettre en mouvement. Bon retour sur le plateau de CRTV News, c'est Omniscore, le grand format du sport. On parle à présent des élections à la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba a finalement déposé sa candidature. Il aura l'occasion de participer en début de septembre dernier aux élections pour être président de la Fédération ivoirienne de football. La question qu'on se pose avec nos invités sur ce plateau, c'est comment un homme peut être, j'ai envie de dire, aussi mal aimé pour Didier Drogba, qui a eu des difficultés. On sait tout ce qu'il y a pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Il faut avoir les parrainages, les 5 groupes d'intérêt. Didier Drogba qui a été repoussé d'abord par les footballeurs, repoussé par les médecins, repoussé par les arbitres. Finalement, avec beaucoup de tractations, réussit à avoir le parrainage des anciens footballeurs et mettre sa candidature. Mais on se dit, et là j'interroge directement Laurence Kédé, on se saurait dire que Didier Drogba, c'est quand même Didier. On l'aurait facilité les choses, mais ça a été plus difficile que prévu. Les élections au sein des fédérations n'ont rien à voir avec le suffrage populaire. Vraiment, venir déposer sa candidature avec le peuple derrière, ça a créé tout un problème dans l'effectif ivoirien. C'est un peu comme avec les Lions indomptables, où il y a des problèmes de la tanière qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas réglés. Donc, Didier Drogba traîne ce casserole-là et arrivé au niveau de l'association des footballeurs ivoiriens, il n'arrive pas à avoir le parrainage de sa propre structure dont il est vice-président, et il devait procéder par double coup d'État pour pouvoir avoir
des parrainages. Alors, Bertin Brulé, certainement vous suivez cette actualité d'Didier Drogba. Est-ce que vous faites aussi cette relation avec le cas du Cameroun, notre lion indomptable, gardien de but qui voulait être président de la Fédération ivoirienne de football? On l'aime bien, mais côté administratif, on a eu l'impression que tout le monde n'a pas embrassé son idée. Oui, c'est pour ça que je parlais déjà avant des problèmes juridico-politiques, parce que ce sont des aspects qui entrent toujours en ligne de compte. Pour le cas Drogba, je crois qu'on a suivi ses anciens partenaires, lui faire des reproches d'être trop retiré, et il n'a pas préparé le terrain local. Je crois qu'étant en Europe, comment il faut préparer effectivement ce terrain local? Parce oui, il faut, c'est incontournable qu'il faut aller vers les présidents de club, il faut aller vers les arbitres, il y a des corps de métier, donc il faut être partout pour essayer de glaner quelques délégués, s'il faut dire ça ainsi, qui peuvent t'aider demain à postuler ou bien à prendre un siège. C'est un peu comme ça que ça se passe. Bernard Basson, on parle ici de l'ancien capitaine des éléphants. On parle de la superstar de Chelsea qui a du mal à s'intégrer dans son propre pays, qui, on a vu, ce dépôt de candidature s'est fait avec beaucoup, je dirais beaucoup de difficultés. Moi, je pense même que si c'était au Cameroun, il n'aurait même pas pu être parrainé jusqu'à la fin. On connaît notre pays. Parce que Drogba, je l'ai dit dans les forats dans lesquels je suis, a fait preuve de beaucoup de zèle, de beaucoup de suffisance, de beaucoup de hauteur par rapport à ceux qui vont le voter. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les Israéliens ou les Marseillais qui vont le voter. C'est les présidents et les responsables des corps de métier relatifs au football ivoirien qui vont le voter. Il devait donc faire profil bas, entre guillemets, aller vers eux. C'est un ancien footballeur. C'est vrai qu'il a été une grande star, mais Drogba n'est pas un super-homme. Quand on veut gagner, Merlin, quand on appartient à un système, il faut savoir conjuguer le système. Drogba aurait dû aller les voir, y compris même agir comme un fin politicien. C'est-à-dire, entre guillemets, corrompre les mentalités, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens d'agir pour leur montrer que je suis avec vous, je suis là pour vous. Aller sur le terrain, parler avec des gens, les rencontrer. Mais aller dans une chaîne de télévision, annoncer je suis candidat, aller être toujours en France, toujours ci, toujours ça, ce que ses coéquipiers lui fondamentalement sont fondés. Moi, je ne dirais pas ce que je sais des personnes qui sont très intimes à Drogba, qui ont par exemple dit que c'est quelqu'un qui à un moment donné... Vous parlez des coéquipiers, mais on n'oublie pas que Jérémy Sorel Ditap, Samuel Eto'o-Fils lui ont donné leur soutien. Mais ce n'est pas eux qui vont voter. Ils donnent leur soutien. Ils peuvent influencer les votes. C'est un soutien Non, ils peuvent influencer le vote. Merlin, on sait comment ça se passe en Afrique. Pour être voté, il faut corrompre ces gens de corps de métier, entre guillemets. Je le dis à la télé, il faut les amadouer, je ne dis pas corrompre dans le sens de monnaie pour pouvoir... Non, mais dans le corrompre, ça veut dire les retourner, les convertir pour sa cause. Mais il ne l'a pas fait, il a pris beaucoup de hauteur et puis ça lui coûte ce que ça lui coûte. Et même s'il a été parrainé, je ne suis pas celui qui va gagner. Mais moi, je le pense. Mais s'il gagne, ce serait bien. Il a beaucoup d'atouts pour le football ivoirien, mais je ne suis pas celui qui va gagner. Je suis vraiment très sceptique sur le sujet. Oui, je voulais ajouter à la suite de Merlin pour dire que l'association des footballeurs aurait pris aussi une autre voie, c'est-à-dire qu'en lui donnant le mandat, parce qu'à la fin, c'est les délégués qui iront voter, qui vont choisir. Ça aussi, il faut être intelligent, ne pas frustrer une icône d'un pays aussi comme ça. Là, je crois que ils ont manqué un peu de réflexion, mais je pense Drogba, il va vraiment batailler pour pouvoir arriver là. Dans quelques instants, une poussière de minutes, et il sera à 19h sur ce plateau. On parlera bien évidemment d'informations. Vous savez, nous sommes sur CRTV News. Tous les 1 heure, on a une tranche d'informations. Yvonne Ako qui est déjà présente dans ce studio pour le journal. C'est vrai qu'on a eu une mauvaise nouvelle ce matin avec cet accident qui est survenu à Bafoussam, sur la route Bafoussam-Fumbot. Ces camions qui transportent le plus souvent les personnes pour les travaux champêtres, qui a chaviré. On note malheureusement plusieurs décès sur le cas. Yvonne Ako, good evening. Welcome. Good evening, Merlin. It is a sad note. 12 persons have died and 58 others injured in the accident along the Bafoussam-Fumbot road. Yes, Merlin, we begin this newscast with this very tragic incident. The victims of the accident that occurred at Banefo in the outskirts of Bafoussam were farmers who were going to their plantation. We have details with Good Henry from CRTV Bafoussam.
According to eyewitness account, it was about 6 a.m. this Sunday that the incident occurred on the Banefo Hills, some 10 kilometers along the Bafoussam-Fumban route. A truck with registration number NW0953F transporting farmers to their plantations on the outskirts of Bafoussam lost control on the Banefo Hill and fell in a ditch. 8 of the occupants perished by 8:30 a.m., while many others have been injured. The remains of the victims were taken to the Bafoussam Regional Hospital mortuary, while the injured cases were rushed to the emergency unit of the hospital. The incident perturbed traffic along the Bafoussam-Fumban route for hours. Investigations into the exact cause of the accident are ongoing. In the meantime, health, administrative and security officials are still trying to identify all the victims. The sale of illicit pharmaceutical products is gaining grounds in the far north regional capital, Maroua. Street vendors continue the illegal activity in spite of crackdown operations undertaken by local authorities. But why is the business gaining grounds in that part of the locality, and what is the attitude of the population towards it? Ayok John Ashu is keen on the issue and now attempts an answer. Take a listen. One of the wings of the Maroua main market, nicknamed Nigeria, attracts many a patient, or better still a client, daily. It is there that pharmaceutical products allegedly from Nigeria are sold. Like they buy and sell them here in Maroua. We are there to buy. I have been selling medicines on the streets for the past 10 years, including paracetamol. It is thanks to this activity that I take care of my family. But it is a dangerous practice. The consequence can be the death. We are there to save life, or not to kill, and discourage people to go outside and buy medicine. Despite efforts by government officials to ban the illicit sale of pharmaceutical products, what is commonly referred to as roadside pharmacies continue to thrive in Maroua. There are so many people that are not able to go to the pharmacy. When they write you medicine, at least 15,000, 10,000, when you go behind there, we will see it for 2,000, 3,000. The return of the rains with an upsurge in cases of malaria and common cold is a fertile ground for this activity, as many inhabitants, on grounds of low cost and accessibility, continue to rush there. We continue the news. Today is the International Indigenous People Day. Yes, Kamla, and the 26th edition is being celebrated under the theme COVID-19 and Indigenous Peoples' Resilience. And the Bororos in the Vina division of the Adamawa region are contributing enormously towards the development of the locality thanks to their hard work in agro-pastoral activities. Nonetheless, this group of persons face a lot of challenges like kidnappings and the present-day COVID-19 pandemic. Details with Amos Enonyaket from CRTV Adamawa. We are in Karme, a locality in the Ngaunderetu subdivision today, one of the many settlements of the Mbororos in the Vina division of the Adamawa region. The Mbororos are known to excel as headsmen with a perfect mastery of agro-pastoral activities. If the Adamawa region is considered to be an agro-pastoral epic center par excellence, with a huge variety of cattle species like the Gudali, Red Mbororo, White Fulani and the Holstein, exported to the rest of the country and beyond, it is thanks to the ingenuity of this group of people. Yesterday, it was the phenomenon of kidnapping and the demand for huge ransom that made them abandon their animals and pastures to the mercy of some armed groups. Today, it is the COVID-19 pandemic with the imposed confinement restricting every movement of theirs. Faced with this double challenge, the Mbororos in the Adamawa region are forced to seek alternative means to cater for their loved ones. A case in point is Aliyu Hamadu, father of 15 children with 2 wives, today providing unskilled labor wherever the opportunity presents in order to provide for his family with the minimum. He has been able to show proof of resilience in the face of the COVID-19 pandemic.
However, he decries the fact that he has never received any support from the government, not even a face mask. As Cameroon joins the international community to give value to the indigenous people, he hopes for better days ahead. We remain on that particular subject to say the Minister of Social Affairs, Pauline Irene-Guinée, recently chaired the 7th session of the Intersectoral Monitoring Committee for Programs and Projects involving indigenous people. It was an occasion to assess actions realized by all social actors in favor of indigenous peoples in the fight against the COVID-19 pandemic. Here now is an excerpt of the Minister of Social Affairs, Pauline Irene-Guinée. Let's watch. There is no development without inclusion. So we have to confirm by this work today that the government of Cameroon and its partner are doing everything to promote the inclusion, the social inclusion of all vulnerable persons, in particular of the indigenous population. But the specific aspect this year is that we want to go beyond just that simple evaluation, what has been done. We want to make sure that all the actions conducted by the government and its partner are done efficiently. Concerning the COVID-19, because that's the theme of this year, COVID-19 and the resilience of indigenous population, I think that much is being done too. As I was saying, we had an operational plan which make us launch a national campaign to sensitize all the indigenous people. We started on the month of April in about 100 councils. Yvonne Ako, we end the news with this information. Some youngsters in Bamenda are attending a holiday activity called Revamping the Northwest. Yes, Kamla, the music lovers are being trained on how to develop their creative skills. Julius Neba reports from CRTV Bamenda. Dubbed Revamping the Northwest, the ongoing holiday training camp, amongst other things, seeks to assist the young persons develop their creative, artistic and productive skills. One of the trainers notes that on the first day of the drilling exercise, they introduced the music lovers to its basic fundamentals. You need to be able to define some terms, some basic terms, like the sharps and the flats, meaning of scales, songs, what are those things, a major scale. Excited, some of the youngsters are already full of prospects in the entertainment industry. It's Awumbongam. I'm here because I dream to become an actor. The Northwest Regional Boss of Arts and Culture says they seek to go beyond developing the artistic expertise of the kids. Arts can be an opportunity for employment and development in a society. As the next set of children plan to fine-tune their different artistic talents, Comfort Wange assures parents that all coronavirus preventive measures are strictly respected during the training. And that report by Julius Neba brings us to the end of this 7 p.m. newscast on CRTV News. Omniscore continues with Merlin Kamla and his guest. Thank you very much, Yvonne Ako. Mesdames et messieurs, on va prendre le zapping. On se retrouve juste après avec Willy Germain Benaïsomba pour la World Sport. Le zapping, c'est tout de suite. കമന്ററി ബോക്സും പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം റൊണാൾഡോയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നൈജീരിയക്കെതിരെ ഗോൾ വരുന്നത് അടയാളപ്പെടുത്തുക കാലമേ ഇത് ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ സിംഹരാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു ലയണൽ മെസ്സി It's for Cristiano Ronaldo and what a stage to get it. വൻമരങ്ങൾ പലതും വീണു കഴിഞ്ഞ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്ന്, അവശേഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യങ്ങളിലൊന്ന് ബ്രസീൽ ഇറങ്ങുന്നു. അതുമായി നെയ്മാർ still Neymar, backfield to Willian, still Willian, yeah! It's Neymar! Neymar! It's Brazil! Va Dybala con il sinistro, Dybala e la palla in rete, il gol di
Bon retour sur le plateau de CRTV News. J'accueille sur ce plateau, comme tous les dimanches, Willy Germain Benaïsomba pour la World Sport. Willy, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir également à tous vos invités et à tous nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, la World Vous l'avez reconnu, on commence ce World Sport avec la Champions League européenne qui est de retour après 5 mois d'interruption. Et Lyon de Karl Toko Ekambi crée l'exploit. Lyon a éliminé la Juventus en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 1-0 en match aller à domicile. Les Lyonnais se sont inclinés 1-2 à Turin, mais ils disqualifient la vieille dame au but inscrit à l'extérieur. Malgré le doublé de Cristiano Ronaldo, c'est Lyon qui disputera les quarts de finale. Ils ont été très rapidement mis en orbite par Memphis Depay, qui place une Panenka sur penalty à la 12e minute suite à une faute de Betancourt sur Awad. La réaction bianconeri ne tarde pas à venir. Ronaldo place un coup franc magistral sorti par le gardien Lionel Lopez. Juste avant la pause, Depay commet une faute de main dans la surface et CR7 concrétise le penalty à la 60e minute. Ronaldo inscrit le dernier but du match, son 130e but en Champions League. Un record dans l'épreuve. Au final, la Juve gagne le match retour, mais Lyon se qualifie pour le top 8 européen de la saison. La première fois depuis 2010 et la 5e fois de son histoire. Karl Toko Ekambi titulaire durant le match, évolue en attaque avec Memphis Depay, auteur de 6 buts en 6 matchs disputés en Ligue des Champions en UEFA Champions League. Côté Juventus, c'est la première fois qu'elle est éliminée par un club français en match aller-retour. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'au lendemain de cette élimination, on a vu quelque chose d'un peu inédit. C'est l'entraîneur Maurizio Sarri qui est démis de ses fonctions. Il n'a pas survécu longtemps à cette élimination de Lyon. Maurizio Sarri n'est plus l'entraîneur des Bianconeri. Au bout d'un an, la Juventus de Sarri n'a pas vraiment convaincu. Certes, la vieille dame a décroché un titre de champion, mais il a connu 2 défaites. Elle a connu 2 défaites en finale de la Coupe et en Super League. Le directeur sportif du club, Pavel Nedved, a octroyé ce poste à Andrea Pirlo. Le club turinois a officialisé samedi dans l'après-midi le nouveau contrat avec Andrea Pirlo. C'est la première expérience en tant que coach pour celui qui a porté les couleurs bianconeri de 2011 en 2015. Il avait été nommé entraîneur des U23 de la Juve la semaine dernière seulement, mais c'est finalement le poste en équipe première qui lui est donné à 41 ans. Il signe un contrat
2 ans avec les Bianconeri en équipe américaine. Eh bien, du côté de l'Etihad Stadium, il faut mentionner que Manchester City domine le Real de Madrid et file en quart. Manchester City l'emporte 2 buts à 1 contre le Real Madrid comme un match aller. Les Citizens seront opposés à Lyon en quart de finale prévu à Lisbonne le 15 août prochain. Ils deviennent la première équipe à faire chuter le Real des Zinedine Zidane en C1. En absence de Sergio Ramos suspendu, Raphaël Varane n'a pas vraiment assumé la défense maghrélène. Gabriel Jesus lui subtilise la balle dans les pieds à l'ouverture du score. Pour l'ouverture du score de Raheem Sterling. La Maison Blanche revient tout de même dans le match à la demi-heure de jeu grâce à un coup de tête de Karim Benzema au milieu de 3 défenseurs mancuniens, mais à la 68e minute, Varane manque la remise de la tête vers son portier Thibaut Courtois. Gabriel Jesus anticipe une fois de plus et trompe le gardien belge 2 buts à 1 à la fin du match, soit 4 buts à 2 en cumulé en faveur des poulains de Pep Guardiola. Une victoire qui restera gravé dans les annales du côté de Manchester City. Avec votre permission, Willy Jama Benesomba, on va évoquer l'autre carré de ces 8e de finale. Retour le FC Barcelone qui s'impose à Naples et décroche son ticket pour Lisbonne. Une victoire 3 buts à 1 pour le Barça au Camp Nou. Les Catalans obtiennent leur billet pour le Final 8 de Lisbonne après le match nul 1 but partout à Naples. En match aller disputé en février dernier. Naples de Gennaro Gattuso peut regretter son entame de match avec un poteau de Mertens. Le Barça se réveille et Lendl sonne la révolte d'une tête bien placée à la 10e minute pour l'ouverture du score. Puis l'inévitable Messi entre en scène et double la mise. La Pulga s'offre même un deuxième but, mais elle a été refusée pour main. Quelques minutes plus tard, il obtient un pénalty et Luis Suarez se charge de le mettre au fond des filets à la 46e minute. Voilà, on le voit, ce pénalty de Luis Suarez. À 3-0, Naples n'abdique pas et finit par être récompensé par un pénalty de Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne qui réduit l'écart juste avant la mi-temps. En seconde période, les hommes de Gattuso peinent à perturber la défense barcelonaise et le score reste le même jusqu'à la fin du match. Le Barça l'emporte 3 buts à 1 et disputera son quart de finale le 14 août prochain. Une résurrection à point nommé pour le Barça, empêtré dans une saison de cauchemar, n'ayant plus que la Ligue des Champions pour espérer un titre cette saison. Et si le Barça pense ses plaies, c'est surtout son entraîneur Quique Sétien qui peut pousser un grand ouf de soulagement, assis sur la chaise éjectable depuis que son club a cédé la couronne espagnole au rival, le Real Madrid. La lumière revient au moment idéal pour Quique Sétien qui sort d'une saison blanche et sèche. Il a prouvé que son groupe était capable de répondre présent lors des grands rendez-vous. Le prochain, ce sera le 14 août prochain. En attendant, Sétien poursuit son bal avec l'équipe catalane. Eh bien, on poursuit de l'autre côté. Le Bayern de Munich qui court Chelsea valide son entrée en quart de finale. Les Blues ont été torpillés 4 buts à 1 par les Barbarois lors de ce match retour. Jamais dans l'histoire de la Coupe d'Europe, une équipe tombée 3 buts à 0. Robert Lewandowski transformait un pénalty qu'il a lui-même pour la compétition. Sera face au FC Barcelone à Lisbonne pour le quart de finale. Merlin. Il faut noter que les 8e de finale ont livré ainsi le verdict au terme de cette affiche Bayern-Chelsea. Peut se dire qu'est-ce qu'on peut se dire? Les résultats complètent ces 8e de finale. Retour de la Ligue des Champions sont connus. Le RB Leipzig s'était imposé face à Tottenham 3 buts à 0. Valence était incliné à l'Atalanta Bergame 3 buts contre 4. L'Atlético de Madrid avait éliminé Liverpool, vainqueur 1 but à 0 à l'aller, 3 buts à 2 au retour. Le PSG avait défait Dortmund 2 buts à 0. La Juventus s'était fait éliminer par Lyon, pourtant vainqueur 2 buts à 1 lors du match aller. Manchester City a battu le Real Madrid en aller et retour et le FC Barcelone a fait tomber Naples samedi au Camp Nou. Dans l'agenda de ces quarts de finale prévus dès le 12 août prochain à Lisbonne au Portugal, l'Atalanta Bergame affronte le PSG mercredi et jeudi. Leipzig croise l'Atlético de Madrid. Manchester City est face à Lyon vendredi et samedi le FC Barcelone joue le Bayern de Munich. Les demi-finales quant à elles se disputeront du 18 au 19 août prochain. Le vainqueur du match Atalanta PSG sera face au vainqueur du match Leipzig Atlético. Le vainqueur du match Barcelone-Bayern croisera le vainqueur du choc Manchester City-Lyon et la finale quant à elle sera disputée le 23 août au stade
Luz de la Lumière au Portugal. On va terminer ce World Sport en allant tout droit du côté de l'Espagne. C'est une légende du football qui met fin à sa carrière. Il s'agit d'Iker Casillas. Il a annoncé qu'il arrêtait le football après 1 an sans jouer et après avoir été victime d'un infarctus en tennis. Un espagnol fait parler de lui. Il s'agit de Rafael Nadal qui renonce à participer à l'US Open. La précision, c'est avec Robert Collins Biama. Iker Casillas raccroche les gants. Champion du monde en 2010, d'Europe en 2008 et 2012 avec la Roja et triple vainqueur de la Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid, Iker Casillas a confirmé ce mardi qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur à 39 ans. Une annonce qui tombe un peu plus d'1 an après qu'il a été victime d'un infarctus à l'entraînement avec son club, le FC Porto. En février, le portier espagnol avait annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole de football. Casillas s'était rétracté depuis. En tennis, l'US Open se disputera sans son champion en titre Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial a annoncé hier, mardi, qu'il ne participerait pas cette année au Grand Chelem américain en raison des conditions sanitaires incertaines. Il dénonce, je cite, la folie du nouveau calendrier. Et voilà qui vient mettre un terme à la World Sport de ce jour. Merci Willy, on se dit à dimanche prochain pour une autre édition. Ce serait évidemment avec le même plaisir, Merlin. Eh bien, on poursuit cette édition de Omniscore. Peut-être aller directement au coach Bertin Eboulé après cette World Sport que nous venons juste de suivre. Coach, vous avez une préférence de club? Oui, je suis avec le Real de Madrid, malgré l'échec. Je pense que ils ont quand même fait courir beaucoup de supporters durant 4 ans aujourd'hui qui trônent avec le trophée de la Champions League. Zinedine Zidane qui s'est bien placé de ce côté-là, qui pousse le club depuis son arrivée. Oui, bon, espérons qu'il y aura des mouvements pour la saison qui va bientôt démarrer. Alors, comment vous voyez Lorenz Kédé, l'issue de ces 8e de finale? On a déjà traversé, peut-être regardez un mot sur le PSG. Vous pensez que le PSG a toutes les chances de passer? Bon, je crois que les équipes ont tous les chances de passer parce que nous jouons pratiquement à huis clos, donc l'environnement n'est pas la même partie. Ce n'est plus ce que c'était, donc toutes les clubs ont la chance de passer. C'est juste un wait-and-see situation. Je crois que c'est des sociétés de paris qui se frottent les mains actuellement. Alors, Bernard Basson, une préférence avec les clubs européens ou pas? C'est vrai que je sais que... Non, je ne dirais pas. Je vous écoute. Oui, je préfère Lyon. Lyon de Carl Toko-Ekambi qui a une affinité particulière avec la ville de Lyon déjà. Lorenz Kédé voudrait mentionner son club préféré? Manchester United. Alors, on va se quitter dans quelques instants. Bertin Eboulé, j'aimerais avec vous qu'on ait un dernier mot pour ces nombreux téléspectateurs. Quand j'ai dit que vous serez sur ce plateau, m'ont dit peut-être revenir sur cette image. Ce mondial 90 et ce premier match contre l'Argentine de Diego Maradona que vous avez l'occasion de battre en match d'ouverture d'un mondial comme celui-ci. L'émotion, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour? Je pense qu'il s'est passé que avant le coup d'envoi, dans les vestiaires, les salles d'échauffement, on s'est un peu brouillé avec les Argentins pour l'espace lié à l'échauffement. Je crois que nous avons fait beaucoup de bruit en ce moment-là. On dit, nous venons du Cameroun, on est là. Oui, il était question de chasser un peu la frousse, la peur du kick-off du match. Je crois qu'on les a secoués sérieusement. Et je crois que ça, c'est une partie de l'effet qui nous a un peu permis de commencer ce match sereinement et de pouvoir rester concentré sur cette compétition. C'était la première fois de vous avoir sur le plateau d'Omnis, qu'on espère vous revoir très prochainement. Oui, bon, le plaisir est partagé, malgré des moments difficiles que notre groupe passe avec le décès de notre capitaine. De Stéphane Tato. Oui, nous avons vraiment une pensée pour lui. Dans une édition spéciale, samedi dernier, on lui a rendu hommage ici avec Michel Caram, Jules Denis Onana et même le coach Dieudonné, qui est une édition spéciale qui était dédiée à Stéphane Tato dimanche dernier. Eh bien, Lorenz Kédé, was a pleasure to see you. Well, it's always a pleasure to be on Omniscore and happy week that begins tomorrow. Bernard Basson, on se dit à très prochainement. Oui, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir renouvelé.
Mesdames et messieurs, voici qui vient mettre un terme à cette édition d'Omniscore. On se dit à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici à là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de porter votre masque. Toujours les mesures barrières contre le Covid-19. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. On se dit à lundi prochain, s'il plaît à Dieu.